Quand on regarde même une scène qu'on croit connaître, comme une photo de campagne par exemple, ben, la quantité de choses différentes, c'est assez incroyable, non? Ah oui, tout à fait. On voit des vaches, de l'herbe, des arbres, ça ok. Mais il y a aussi les maisons, les clôtures, l'eau qui coule peut-être, le ciel. Comment on fait pour mettre un peu d'ordre là-dedans? C'est une bonne question. Justement, aujourd'hui, on va se pencher sur une question fondamentale en biologie. Comment on fait les différences entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas? Et pour nous guider, on s'appuie sur des documents tirés d'un module de biologie qui traite pile de ça, de cette distinction et de comment on classe les choses. Une base essentielle, en effet. Donc, notre objectif, c'est de clarifier un peu cette notion d'être vivant. Quels sont les critères fiables que les scientifiques utilisent? Et puis surtout, comment tous ces éléments, vivants, non vivants, interagissent dans leur environnement. On va décortiquer ensemble les caractéristiques clés de la vie. Très bien. Alors, commençons par le commencement. La biologie, qu'est-ce que c'est exactement? Et comment cette science aborde cette ligne de partage entre vivant et non vivant? Alors, la biologie, si on prend le mot lui-même, ça vient du grec bios, la vie, et logos, l'étude, le discours. Donc, c'est tout simplement la science qui étudie la vie sous toutes ses formes. Et face à la diversité incroyable, la complexité du monde vivant et de l'environnement, la biologie a besoin d'organiser tout ça. Sans classement, sans méthode pour ranger, on serait vite perdu. Donc la classification, c'est vraiment un outil central. Je vois. Ce besoin de mettre de l'ordre, de regrouper ce qui se ressemble pour mieux comprendre, c'est assez logique en fait. Une des activités dans nos sources d'ailleurs insistait là-dessus. Mais classer en science, c'est pas juste faire des paquets comme ça nous chante, j'imagine. Il doit y avoir des règles précises, non? Pour que ce soit sérieux? Absolument. Mon premier réflexe, ça serait peut-être de trier par utile ou joli. Mais bon, ça paraît pas très scientifique, hein? Non, effectivement, vous touchez un point essentiel, l'objectivité. Pour qu'un classement tienne la route scientifiquement, il faut suivre des règles, justement pour éviter le j'aime pas. Premièrement, le critère qu'on choisit doit être objectif, c'est-à-dire qu'il doit être mesurable ou observable par tout le monde et pas basé sur une opinion. À des feuilles, c'est objectif. Et joli, ça ne l'est pas. D'accord, logique. Deuxièmement, et ça c'est crucial, on doit garder le même critère tout le long du classement. Si on commence avec la couleur, on ne peut pas changer en cours de route et classer autre chose par la taille. Il faut être cohérent. Mhm. Troisièmement, le classement doit être complet. Tous les éléments qu'on veut classer doivent trouver leur place. On ne laisse rien de côté parce que ça ne nous arrange pas. D'accord. Exhaustif. C'est ça. Et enfin, chaque élément ne doit être que dans une seule catégorie, selon le critère choisi. Pas de double appartenance. Une chose ne peut pas être à la fois A et non A selon le même critère. Ok, c'est bien plus carré que ce qu'on ferait spontanément. Si on reprend l'exemple de la photo là, avec l'eau, l'herbe, les vaches, l'église, etc., Oui, si on applique le critère objectif est vivant ou ne l'est pas, ça marche bien avec ces règles. On peut faire deux groupes clairs. D'un côté, les vaches, l'herbe, les arbres, les buissons, ça c'est le vivant. exact. Et de l'autre, l'eau, l'église, les maisons, les clôtures, le ciel, le nuage, ça, c'est le non-vivant. Tout est classé et chaque chose est dans un camp ou dans l'autre. C'est net. C'est exactement ça. Ce critère vivant-non vivant, c'est un des plus fondamentaux en biologie. Et ça nous amène à la question suivante. Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'une vache est vivante, une clôture non? Qu'est-ce qui caractérise la vie elle-même? Alors, les biologistes sont d'accord sur un ensemble de propriétés, de fonctions qu'un organisme doit posséder. Et attention, il doit toutes les posséder en même temps pour être dit vivant. C'est pas au choix, hein. C'est le package complet. Ah, d'accord. Pas juste une ou deux. Non, toutes. Ces caractéristiques essentielles, elles sont bien décrites dans nos sources, notamment dans une activité et le bilan. Il y en a 6 principales. Premièrement, se nourrir, ça veut dire prendre de la matière et de l'énergie dans son environnement pour fonctionner. Les animaux mangent, les plantes font la photosynthèse. Ok. Deuxièmement, respirer. Là, il s'agit d'échanges de gaz avec l'extérieur. Souvent, c'est prendre de l'oxygène, rejeter du dioxyde de carbone, mais ça peut varier. Mhm. Troisièmement, faire circuler des substances. À l'intérieur de l'organisme, il faut bien transporter les nutriments, les gaz, les déchets. Pensez à la sève chez les plantes ou au sang chez nous.
Oui, la circulation. Quatrièmement, se reproduire, la capacité de faire des petits, de donner naissance à d'autres individus de la même espèce, pour que l'espèce continue d'exister. Essentiel, oui. Manger et y répondre de façon adaptée. Une plante qui se tourne vers le soleil, un animal qui détale. D'accord. La réaction à l'environnement. Et enfin, sixièmement, croître et se développer. C'est le fait d'augmenter de taille, de devenir plus complexe au fil du temps. Grandir, tout simplement, et changer. Grandir et se développer. Ok, donc 6 fonctions clés. C'est ça. Il y a juste une petite nuance intéressante dans les documents à propos de naître et mourir. On associe ça forcément à la vie, c'est évident. Bah oui. Mais scientifiquement, il n'y a pas un consensus total pour dire que ce sont des caractéristiques au même titre que les 6 autres. Ce serait plutôt le début et la fin du cycle, des conséquences de l'état vivant, plutôt que des fonctions actives qui définissent cet état à chaque instant. On est vivant entre la naissance et la mort parce qu'on réalise les 6 fonctions. Ah, je vois la nuance. C'est subtil. Donc, pour être vivant, faut cocher toutes les cases fonctionnelles. Se nourrir, respirer, circuler, se reproduire, réagir et grandir, se développer. Pas juste quelques-unes. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à une idée reçue assez forte, je crois, celle du mouvement. On a souvent tendance à penser, si ça bouge tout seul, hop, c'est vivant. D'ailleurs, les sources posaient la question, tous les êtres vivants se déplacent-ils? Alors, est-ce que c'est un bon critère, ça? La réponse est non. Clairement non. Le déplacement, le fait de bouger d'un endroit à un autre par soi-même, ce n'est absolument pas une caractéristique universelle du vivant. Ah bon? L'exemple le plus simple, et il est dans nos documents, c'est l'arbre. Un chêne, un sapin, personne ne doute que c'est vivant, non. Non, bien sûr. Ils se nourrissent, ils respirent, la sève circule, ils font des graines pour se reproduire, ils réagissent à la lumière, aux saisons, ils grandissent, ils cochent toutes les cases des 6 fonctions. Et pourtant, ils ne bougent pas de place, ils sont fixés au sol. C'est vrai. Et à l'inverse, prenez une voiture. Elle se déplace, elle consomme de l'énergie pour ça, mais personne ne dirait qu'elle est vivante. Non, évidemment. Elle ne respire pas, elle ne se reproduit pas d'elle-même, elle ne grandit pas au sens biologique. Donc le mouvement seul, ça ne suffit absolument pas pour définir la vie. C'est une confusion très très fréquente. C'est une clarification super importante, ça. L'arbre vivant, mais immobile. La voiture, mobile, mais pas vivante. Ça remet bien les choses en perspective. Du coup, si le vivant est défini par ce package de fonctions cumulatives, comment on définit le non-vivant en miroir? Qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie? C'est assez logique finalement. Et non vivant, tout ce qui ne possède pas l'ensemble de ces caractéristiques. Il suffit qu'il en manque une seule pour qu'un objet ou une substance soit classé non vivant. D'accord. La voiture se déplace, ok, mais c'est à peu près tout. Un caillou, lui, ne fait rien de tout ça. Et les documents qu'on a consultés, ils proposent une distinction assez utile à l'intérieur même du non-vivant. Il y aurait 2 grandes sous-catégories. D'abord, les composantes minérales. Ça, c'est tout ce qui est naturel, mais qui n'est pas et n'a jamais été vivant. L'eau, l'air, les roches, le sable, les métaux. Le socle physique de la planète, en gros. Le non-vivant naturel. C'est ça. Et ensuite, les manifestations de l'activité humaine. Là, ce sont tous les objets, les structures fabriquées par les humains. Les bâtiments, les routes, les outils, les voitures, les meubles, tout ce qui est artificiel. D'accord. Donc, vivant d'un côté et non-vivant de l'autre, qui peut être soit naturel, soit artificiel. Mais dans la vraie vie, tout ça, ça ne reste pas bien sagement chacun dans sa boîte. Si une vache vivante, elle mange de l'herbe vivante, près d'une clôture non-vivante artificielle, elle boit de l'eau non-vivante minérale. Tout est lié, non? Ah mais complètement. Et là, on arrive à un concept super important en écologie, l'écosystème. L'écosystème, oui. Un écosystème, c'est exactement ça. C'est l'ensemble formé par, d'un côté, la communauté des êtres vivants, ce qu'on appelle la biocénose, les animaux, les plantes, les champignons, les microbes, et de l'autre, leur environnement non vivant, le biotope, le sol, l'eau, l'air, la lumière, la température. Mais attention, un écosystème, c'est pas juste une liste d'ingrédients, c'est surtout l'ensemble des relations, des interactions entre tous ces éléments. Ah oui, les liens entre eux. Voilà. Les relations alimentaires, qui mange qui, la compétition, la coopération, l'utilisation du milieu non vivant comme abri, comme support, l'influence du climat sur les vivants et même l'influence des vivants sur le milieu. Pensez aux castors qui modifient les cours d'eau. Le tableau du document 3 montrait bien la distinction de base, c'est vrai.
Chiens, mouches, tulipes, vivants. Ils ont tout ce qu'il faut. Voitures, nuages, ballons. Non vivants, il leur manque plein de caractéristiques. C'est ça. Mais l'exemple de la vache, ça montre bien que ça va plus loin. Le chien, vivant, il va peut-être boire l'eau de pluie, non-vivant minéral, dans une gamelle, non-vivant artificiel, posée sur le sol, non-vivant minéral, tout interagit. Tout à fait. Et les exercices dans les sources donnent des exemples concrets qui illustrent très bien ces interactions. Prenez l'exercice sur le lézard. Oui. Le texte dit qu'il sort dès qu'il y a du soleil. Hop, interaction avec un facteur non vivant, la lumière et la chaleur du soleil. Il se réchauffe sur les pierres, interaction avec un support non vivant minéral qui stocke la chaleur. Et il poursuit les insectes, interaction alimentaire avec d'autres êtres vivants. On voit bien comment le vivant et le non-vivant sont mêlés dans sa vie de tous les jours. Oui, c'est clair. L'exemple du gnou aussi, il confirmait bien les caractéristiques du vivant. Le texte disait qu'il se reproduit, il a des petits, les gagous, Oui, qu'il se nourrit, il mange de l'herbe, donc un autre vivant, et qu'il réagit à un stimulus. Le manque de nourriture le pousse à se déplacer. Ça colle parfaitement. exactement. Et l'exemple de la moufette rayée dans l'exercice 7 est sans doute le plus riche pour décortiquer un petit écosystème miniature. C'est un mammifère, donc c'est vivant, ça n'a pas de doute. Oui, le texte décrivait son alimentation hyper variée. Légumes, insectes, vers, souris, œufs. Elle mange clairement d'autres vivants. Et elle réagit à son environnement. Elle utilise son jet pour se défendre, réaction à une menace, Le fameux jet, oui. et son activité diminue quand il fait froid, réaction à la température. C'est bien un être vivant selon nos critères. Tout à fait. Et maintenant, regardons ces interactions. C'est là que ça devient intéressant. D'abord, avec les autres êtres vivants. Elle est prédatrice, elle mange insectes, vers, rongeurs, œufs. Ça, ce sont des relations alimentaires. Mais elle est aussi une proie. Le lynx, certains rapaces peuvent la chasser. Autre relation alimentaire. Elle interagit avec ses congénères, les autres moufettes. Elle partage parfois un terrier, surtout l'hiver. Ce sont des relations sociales, de coopération ou de compétition pour l'abri. D'accord. Et puis, elle interagit indirectement avec les plantes qu'elle mange et aussi avec les animaux qui ont pu creuser le terrier avant elle, comme une marmotte ou un renard. Ah oui, elle réutilise parfois. C'est ça. Et ensuite, ses interactions avec le non-vivant. Elle utilise un terrier, donc une modification du sol minéral comme habitat, comme support physique. L'abri. Elle utilise des feuilles mortes, c'est de la matière organique issue du vivant, mais ici utilisée comme matériau inerte pour faire son nid. Interaction avec du non-vivant d'origine biologique. Intéressant. La température extérieure, facteur climatique, non-vivant influence directement son comportement, son métabolisme, elle hiberne partiellement. C'est un stimulus majeur. Exact. Et bien sûr, le sol, l'air, l'eau sont les composantes minérales de base de son environnement. Le vent peut jouer un rôle, le soleil pour la chaleur. C'est fou comme tout est connecté. Si on essayait de faire la liste pour l'écosystème de cette moufette, on aurait côté vivant, la moufette, ses proies, insectes, vers, ses prédateurs, lynx, les autres moufettes, les plantes, les animaux qui ont creusé le terrier. Oui, Et côté non-vivant, le terrier lui-même, le sol, les roches, les feuilles mortes du nid, l'air, le vent, la température, la lumière, l'eau. voilà. Et tout ça forme un système où chaque partie influence les autres. C'est exactement ça, l'idée d'écosystème. Et pour ajouter une dernière petite touche, juste mentionnée dans nos sources, il y a l'organisation interne des êtres vivants. Malgré leur diversité folle, on parle de plus d'1,5 million d'espèces animales décrites, et on est loin d'avoir tout découvert, il y a une unité à la base, la cellule. La cellule, oui. Pour les organismes comme nous ou la moufette, qui sont faits de plein de cellules, pluricellulaires, il y a toute une hiérarchie. Des cellules spécialisées, nerveuses, musculaires, forment des tissus. Les tissus s'assemblent en organes, cœur, poumons. Plusieurs organes qui travaillent ensemble pour une grande fonction, digestion, respiration, forment un appareil ou un système. Et l'ensemble de tout ça, c'est l'organisme complet. Et il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des organismes faits d'une seule cellule, comme les bactéries, où cette unique cellule fait tout le travail. Cette organisation, c'est aussi une des merveilles de la vie. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Principalement, que la différence entre vivant et non-vivant, c'est pas si simple, et ça ne repose surtout pas juste sur le mouvement. Non, surtout pas. C'est plutôt un ensemble de conditions à remplir, un cahier des charges. Se nourrir,
Respirer, faire circuler, se reproduire, réagir et grandir, se développer. Il faut tout ça. C'est ça, le package cumulatif. Et tout ce qui ne coche pas toutes ces cases, eh bien c'est non vivant. Que ce soit naturel comme un rocher, ou fabriqué par l'homme comme une voiture. Exactement. Et comprendre cette distinction et aussi les règles pour classer les choses de façon rigoureuse, c'est bien plus qu'un simple exercice intellectuel. C'est la clé pour commencer à comprendre comment la nature fonctionne, comment les écosystèmes tiennent debout, tous ces réseaux d'interaction entre le vivant et le non-vivant. C'est ça qui maintient l'équilibre parfois précaire de notre planète. Comprendre ça, c'est commencer à saisir notre propre place là-dedans et notre impact aussi. C'est fondamental en effet. C'est clair, basé sur nos sources. Mais cette frontière entre vivant et non-vivant, est-ce qu'elle est toujours aussi nette? Bonne question. Quand on regarde le tout petit, les molécules complexes, les virus qui sont vraiment à la limite, ou même si on imagine d'autres formes de vie ailleurs, ou plus simplement, face aux millions d'espèces qu'on n'a pas encore découvertes sur Terre, est-ce que notre définition actuelle de la vie, avec ses 6 caractéristiques, est gravée dans le marbre? Est-ce qu'elle pourrait évoluer avec ce qu'on découvrira demain? Ah oui. Voilà, ça laisse matière à réflexion, non? De quoi laisser l'esprit vagabonder un peu.